Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire Wittic. Je m'appelle Benjamin, je suis CSM chez Wittic. Je suis aujourd'hui accompagné d'intervenants. Avant qu'ils se présentent, je vous remercie de vous être connectés et on traitera l'ensemble de vos questions à la fin du webinaire. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau dans la section questions. Si jamais il y a un problème de son, un problème technique, n'hésitez pas à nous le remonter aussi, ça peut arriver, ce sont les aléas du direct. Un plaisir. Je partage tout de suite mon écran et je vais tout de suite laisser la parole à Sarah qui va se présenter, s'il te plaît. Bonjour, Sarah Edimbourg, je suis directrice commerciale chez KNS. On est une société d'intégration de solutions de gestion des identités et des accès, où on met notamment en place où on pourrait mettre en place de la biométrie chez les clients. Et je suis également membre du CEF6, qui est le Cercle des femmes de la cybersécurité, et qui œuvre pour donner aux femmes une meilleure place dans tout ce qui est cybersécurité, d'une manière générale, par le biais de mentorat, par exemple, ou d'accompagnement. Merci, Sarah. Je laisse la parole à l'autre Sarah du webinaire. Bonjour à tous, je m'appelle Sarah Dehaut et je suis juriste pour l'État au ministère de l'Intérieur et j'ai eu l'occasion de travailler sur plusieurs systèmes d'information étatiques. Donc, c'est pour ça que je participe aujourd'hui. Et Laurent, je t'en prie. Bonjour à tous, Laurent Brault, juriste et consultant RGPD, délégué à la protection externalisée et gérant de la société Helios Conseil. Merci à tous les trois. L'idée aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est de pouvoir aborder une thématique qui est de plus en plus évoquée, que ce soit dans les débats au niveau réglementaire et dans la doctrine de manière générale, tout le volet biométrique, le traitement des données biométriques. On va effectivement aborder ce webinaire à travers différents angles. On va évidemment introduire le sujet, qu'est-ce qu'une biométrie, les définitions, le contexte, un classique. On ira tout de suite sur le volet réglementaire, les risques, les controverses autour de la biométrie et on essaiera de se projeter un petit peu qu'est-ce qu'une biométrie responsable et conforme. Et comme évoqué sur cette petite slide, on abordera donc les questions en fin de séance. N'hésitez pas à les poser dans la section questions qui est dans votre interface aujourd'hui, Livestorm. Normalement, vous la verrez. Vous pouvez poser vos questions et on y répondra à la fin. Eh bien, sans plus attendre, allons-y. On est prêt, on se lance dans le sujet. On va tout de suite aborder le contexte, les définitions. On aborde le sujet de la biométrie, mais avant de définir ce que c'est, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'une donnée biométrique au sens du RGPD? À quel moment juridiquement elle devient biométrique? Concrètement, une biométrie, la biométrie, ça regroupe l'ensemble des techniques informatiques qui vont permettre de reconnaître automatiquement une personne à partir de ses caractéristiques physiques, biologiques, voire comportementales. Physique, ça peut être l'iris, l'ADN, l'iris ou l'empreinte digitale. Biologique, ça peut être l'ADN. Comportemental, ça peut être la manière dont on va taper sur un ordinateur ou même la signature. Donc, toutes ces données biométriques, elles ont, pour la plupart, la particularité d'être uniques et permanentes, ce qui est d'autant plus pratique lorsqu'on veut identifier automatiquement quelqu'un. Donc, évidemment, l'empreinte digitale, a priori, c'est unique. L'iris aussi, le visage, l'ADN, la voix, tout ça correspond à ce schéma. Et donc, ce sont évidemment des données personnelles, puisqu'elles permettent d'identifier une personne. Et aujourd'hui, on a différents cas d'usage de la biométrie. L'usage principal, on va dire un majeur, ça va être évidemment d'identifier une personne, de vérifier, de s'assurer de son identité pour plein de fins différentes. Donc, on a de nombreux buts qui vont en découler. Par exemple, pour les entreprises, ça va être renforcer l'authentification dans un milieu informatique, mettre une authentification biométrique en plus d'un mot de passe. Pour l'administration, même l'État, ça va être lutter contre l'usurpation d'identité, lutter contre la diffusion de fausses cartes nationales d'identité qui sont aujourd'hui construites sur la base de données biométriques. Ou même pour les particuliers, pour du confort et de la sécurité personnelle, sécuriser l'accès à son téléphone, à son ordinateur, avec des données biométriques, reconnaissance d'empreintes digitales, visage, voix, etc. Et on a pu définir ce qu'était une donnée biométrique. On a pu définir aussi les principaux usages, l'usage principal d'identification. Mais pourquoi aujourd'hui les organisations s'orientent vers la biométrie? Pourquoi il y a un intérêt particulier? Il y en a deux, on va dire. Aujourd'hui, en 2025, la biométrie, elle est de plus en plus précise. Alors, vous avez peut-être entendu parler de l'intelligence artificielle ces dernières années. Eh bien, l'IA a effectivement considérablement permis
de renforcer cette précision de la biométrie. Les nouvelles générations, cette nouvelle génération d'IA va permettre d'analyser une énorme quantité de données, s'entraîner sur les détails d'un visage, comme le ferait un humain, ou même reconnaître des empreintes digitales qui seraient endommagées ou incomplètes. Donc elle est plus précise, elle est aussi de plus en plus fiable. La fiabilité, c'est évidemment un élément ultra important sur l'authentification. Et aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle de la biométrie multimodale, qui va s'appuyer sur plusieurs données biométriques. Et donc, on va améliorer effectivement la précision, les performances, par exemple en associant la reconnaissance faciale à celle de l'iris ou les empreintes digitales et le réseau veineux. Et donc, ces systèmes biométriques, ils sont de plus en plus puissants. Ils peuvent même permettre d'authentifier des empreintes digitales qui seraient humides, sèches, endommagées, on l'a vu, reconnaître des visages avec des changements d'éclairage, l'angle, le changement du visage en lui-même avec potentiellement un casque qui serait sur la personne, une coupe de cheveux, des lunettes. Pareil pour la reconnaissance dans le mouvement, une personne qui bouge, on pourrait la reconnaître même si elle ne s'arrête pas, ou même différencier un vrai visage d'un masque ou d'une fausse empreinte digitale, d'un faux doigt. Donc, tous ces éléments, ces deux caractéristiques principales, la fiabilité et la précision, qui sont de plus en plus fortes aujourd'hui, permettent d'avoir un système biométrique qui fait envie. Et donc, les organismes ont évidemment besoin, pour toutes les finalités qu'on a pu en découler, explorer, mettre en place de la biométrie. On a pu définir aujourd'hui les différents sujets, disons le contexte. On va tout de suite aborder le volet éthique et justement, aujourd'hui, on va essayer de se voir un petit peu les dérives éthiques autour des données biométriques, mais je laisse parole à l'intervenante concernée. Tout à fait, effectivement. Donc, avant toute chose, je vais vous expliquer un peu ce qu'est l'éthique, vous donner une petite définition parce qu'on en entend beaucoup parler, mais on ne sait pas forcément ce à quoi ça fait référence. Donc, l'éthique aujourd'hui, c'est défini comme l'ensemble des conceptions morales qu'un milieu, un groupe ou une société se donne. Donc, aujourd'hui, nous, il faut qu'on réfléchisse, qu'on se pose des questions éthiques sur la question des données biométriques. Donc, quelles sont les composantes morales que la société se donne vis-à-vis de l'usage des données biométriques? Et par essence, du fait que ça permet quand même une identification quasi infaillible des personnes, les données biométriques, ça génère beaucoup de questions. Et ces sujets ont été énormément repris, notamment dans la pop culture, c'est ce qu'on a pu voir. On peut notamment citer comme exemple, je pense que tout le monde l'aura vu, la série Black Mirror, où les données biométriques sont largement représentées, ou encore plus récemment, l'utilisation, vous avez pu le voir apparaître souvent dans les films, l'utilisation de vos données biométriques par de grandes entreprises pour entraîner leurs IA, comme le disait Benjamin. Et notamment avec la pratique des deepfakes. On reviendra dessus à un autre moment, mais juste pour vous contextualiser. Et le fait que ce soit autant repris dans la pop culture, ça peut se comprendre de regard des enjeux et des cas d'abus qui ont pu être constatés. Le premier grand cas d'abus qu'on a pu recenser, c'est le stockage excessif de ces données. Oui, ça fait envie de se dire, je vais pouvoir identifier une personne de façon quasi sûre, je stocke tout et je suis capable globalement de recréer une identité virtuelle à la personne sans en avoir son accord. C'est quand même vachement pratique, mais c'est pas OK. La deuxième chose, c'est l'utilisation à titre de surveillance. On en a beaucoup parlé pendant les Jeux Olympiques, la reconnaissance faciale par l'État lors des Jeux Olympiques, c'est une utilisation de nos données biométriques à titre de surveillance sécurité. Mais on l'a vu pour l'État, mais ça n'est pas utilisé que par l'État, c'est aussi très utilisé par les entreprises. Eh bien oui, on a pu voir beaucoup de cas de suivi du travail et de l'effectivité du travail et de la présence des employés par l'enregistrement de certaines choses, notamment la force de frappe sur les claviers, ça s'est vu, mais aussi l'activation de la caméra à distance pour avoir un outil de reconnaissance faciale. Et enfin, le dernier cas qu'on commence à voir apparaître, moins dans nos pays occidentaux, mais qu'on voit par exemple beaucoup apparaître en Chine, c'est l'utilisation de nos données commerciales à titre commercial. Et oui, on constate que l'identification de patterns de comportement, mais aussi le raccrochement de certaines données biométriques à d'autres informations a permis à certaines sociétés d'octroyer certains droits et de refuser certaines prestations.
À noter que l'exemple le plus frappant de ça, c'est le credit score en Chine. Pour votre information, en Chine, aujourd'hui, il est obligatoire depuis 2019 d'avoir fourni à l'État une photo pour permettre la reconnaissance faciale. Voilà. Effectivement, donc des dérives éthiques qu'il va falloir garder en tête à travers ce webinaire. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mais les dérives éthiques, certes, mais il y a aussi tout un enjeu autour du données personnelles, du RGPD, de la protection des données personnelles. On va justement essayer de voir un petit peu le cadre juridique autour de cela. Et là, c'est à moi. Et c'est à toi. Super. Allons-y. Et effectivement, une fois qu'on a posé ces questions, on va se demander comment elles sont encadrées juridiquement. Et sur ce point, le RGPD va quand même être pour une fois pas si mal fait que ça, parce qu'il impose un cadre juridique qui est particulièrement strict au traitement de données biométriques. Pourquoi ? Parce que déjà, on sait qu'il le classe comme données sensibles. Pour ce faire, il faut se rapprocher de la définition que tu as déjà abordée, Benjamin, et qui, pour être plus précis, est donnée à l'article 4 du RGPD, qui nous indique que la donnée biométrique est une donnée à caractère personnel qui permet ou qui confirme l'identification unique d'une personne. Et comme tu l'as bien rappelé, en lien avec ses caractéristiques qui sont physiques, physiologiques ou comportementales. Je ne vais pas redonner les exemples que tu as évoqués, néanmoins, on peut parler de systèmes mis en application. Tu as parlé de la reconnaissance de l'empreinte et du réseau veineux d'une main. Ça sert à l'étranger et c'est déjà déployé aux États-Unis et en Chine à déclencher des paiements biométriques en apposant votre main sur un lecteur, à l'image d'un badge quand vous voulez entrer dans un bâtiment. Donc, effectivement, c'est très pratique, mais c'est à encadrer. Le principe, encore une fois, c'est une interdiction qui est posée pour les données sensibles, et ça découle de l'article 9, ça, du RGPD, qui nous indique que le traitement des données biométriques aux fins d'identifier une personne de manière unique est interdit. Évidemment, on est en droit français et on aime les choses simples, et je pense qu'ici personne ne me contredira. À tout principe souffre des exceptions. Eh bien, nous en avons évidemment, et vous pouvez néanmoins traiter de la donnée biométrique sous réserve d'obtenir un consentement explicite, d'avoir un motif d'intérêt public ou pour protéger les intérêts vitaux d'une personne. Je ne vais pas les développer, si je ne m'abuse, nous revenons dessus un petit peu après. Et puis, en termes d'encadrement, elle est souvent critiquée, mais elle est quand même utile. Nous avons la CNIL. La CNIL qui a adopté une position claire, qui nous a indiqué que le traitement biométrique doit être strictement nécessaire, proportionné et encadré par des garanties techniques élevées. Et ça, on le retrouve dans sa délibération, pour les plus curieux d'entre vous qui souffrent d'insomnie, 2019-001 du 10 janvier 2019, dans laquelle elle précise que le recours à la biométrie repose sur un principe de stricte nécessité. Il ne peut être envisagé que lorsqu'aucune autre mesure, moins intrusive pour la vie privée, ne permet d'atteindre le même objectif. Déjà, en plus des éléments précédemment évoqués, on comprend bien que l'utilisation est ultra restrictive. Ce n'est pas fini parce qu'elle ajoute, en outre, qu'une analyse d'impact relative à la protection des données est obligatoire pour tout traitement biométrique. À ces exigences-là, et je tease, je pense, Benjamin, l'intervenante suivante, recommande un certain nombre de principes techniques en privilégiant des stockages locaux, d'éviter des bases centralisées et encore une fois de garantir un niveau de sécurité élevé. C'est ça, et comme tu l'as effectivement deviné, Laurent, je laisse la parole à Sarah Edimbourg qui va effectivement mettre en place des recommandations sur les choix techniques pour sécuriser les fameuses données biométriques. Alors, trois choses principales à faire. Alors, il y en a évidemment énormément hein, qu'on pourrait nommer. Je donne les trois principales. La première, c'est le chiffrement systématique. À aucun moment, la donnée ne doit être en clair, que ce soit au moment où elle a été collectée, au moment où elle transite ou au moment où elle est stockée. Parce qu'une donnée en clair, à un moment ou un autre, on peut la récupérer. Les systèmes d'information ne sont jamais fiables à 100%. Donc, il faut qu'elle soit systématiquement chiffrée.
Idéalement, sous forme de modèle crypté et pas sous forme d'image. C'est-à-dire que si je vais récupérer l'empreinte digitale de quelqu'un, je ne vais pas stocker une photo de son empreinte digitale pour pouvoir la comparer avec une photo avec son empreinte digitale, une photo 6 mois plus tard. Je vais crypter un modèle en prenant des points, par exemple, particuliers, qui vont permettre de comparer les deux cryptages et pas les deux images originelles. Donc, je n'ai pas besoin de stocker les images originelles dans mon système d'information. Donc, on minimise le risque en cas de vol. La deuxième chose, c'est une architecture qui va être distribuée. On ne va pas centraliser toutes les données biométriques dans une seule base de données unique. Dans l'idéal, on les stocke en local. Ce n'est pas forcément toujours facile. C'est possible sur du particulier, par exemple, vos données dans votre iPhone ou votre Android, hein, pour pas de discrimination, mais sont stockées en local sur votre téléphone. Ça, on est sûr que personne ne peut y accéder de l'extérieur, normalement, aux lois américaines sur la protection de la vie privée près. Mais c'est stocké en local, il y a moins de risques. À partir du moment où il faut qu'on le stocke sur un réseau, il vaut mieux séparer ces données pour qu'elles soient distribuées sur plusieurs machines. Ce qui fait que s'il y en a une qui tombe ou une qui est attaquée, eh ben on réduit le risque et on peut éviter des expositions massives de données. Et la troisième chose à faire, c'est faire un contrôle d'accès strict sur ces données. N'importe qui ne peut pas accéder aux données. On va mettre de l'authentification multifacteur. Alors, petit point sur l'authentification multifacteur, elle est généralement déterminée comme faisant au moins 2 des 3 critères suivants. Quelque chose que je connais, comme un mot de passe, un code PIN, ce genre de choses. Quelque chose que je possède, mon téléphone, une carte, etc. Et ce que je suis. Ce que je suis, c'est typiquement le cas de la biométrie. Sauf que pour faire de l'authentification multifacteur, un des critères de l'authentification multifacteur, c'est qu'il faut que le mode d'authentification soit révocable. C'est-à-dire que si jamais on le perd ou on se le fait voler, on peut le déclarer perdu ou volé et en changer. Et ce n'est pas le cas de la biométrie aujourd'hui. C'est-à-dire que, à moins de vous brûler le bout des doigts ou de vous percer les yeux, votre rétine, votre empreinte digitale, vous la garderez à vie. Et donc, ce n'est pas un moyen d'authentification qui est révocable. Donc, ça ne rentre pas dans tout ce qui est recommandations de la CNIL et de l'ANSSI, stricto sensu, dans le MFA. Donc, pour accéder à ces données biométriques, surtout, n'utilisez pas une donnée biométrique. C'est-à-dire que si vous mettez en place du contrôle d'accès sur ces données, ne le faites pas avec une information qui n'est pas révocable. Donc, dans ces cas-là, on parle plutôt clé FIDO plus mot de passe ou une carte d'établissement, ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est les 3 points qu'il faut au moins avoir pour sécuriser les données. Recommandations RGPD, recommandations cyber, avec les 3 points qui viennent d'être abordés par Sarah. Il y a aussi des réflexes éthiques à mettre en place dès la phase de conception. Tout à fait. Il faut bien prendre en compte, comme l'a très bien dit mon homologue Sarah, que les données biométriques, on ne pourra pas les changer. À moins que vous ayez recours à un usage drastique de la chirurgie esthétique, ce que je ne recommande pas forcément, vous ne pourrez pas changer de visage. Vous ne pourrez pas changer de réseau veineux, vous ne pourrez pas changer d'iris. Donc, il convient d'utiliser avec la plus grande parcimonie les données biométriques dans le cadre de l'entreprise. Pourquoi ? Et en fait, c'est assez simple, c'est parce qu'il faut quand même comprendre que ça a un impact très puissant sur la vie privée des individus. Donc, il faut avoir certains réflexes pour éviter tout problème. Le premier réflexe, c'est s'assurer que cette mesure est nécessaire. Il faut s'assurer que la biométrie, c'est le seul moyen pour parvenir à votre but. Et c'est quelque chose qui est très difficile à envisager, surtout aujourd'hui, tout simplement parce que on a des exemples en fait qui montrent que ça s'est rarement passé. Le premier exemple que je vais vous citer, c'est ce qui s'est passé à Marseille en 2018. Tout le monde connaît la situation à Marseille, notamment d'un aspect sécurité. Et du coup, l'Académie de Provence-Alpes-Côte d'Azur avait décidé d'implémenter la reconnaissance faciale à l'entrée de 2 lycées à Marseille à titre d'expérimentation. L'objectif, c'était de s'assurer et de limiter l'usurpation d'identité et de prévenir certains risques de sécurité dans les lycées.
eh bien, ça a été massivement rejeté, que ce soit par la CNIL ou par le tribunal administratif, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup d'autres solutions pour parvenir à ce but, que ce soit les cartes, que ce soit un contrôle humain à l'entrée. Et donc, ça a été massivement rejeté, alors même qu'on peut l'entendre que les questions de sécurité, surtout quand il est question de mineurs, on aurait pu penser que ça aurait pu passer. Ça n'est pas passé du tout, et donc il faut garder ça à l'esprit. Le deuxième point très important, c'est l'obligation d'en informer les destinataires. Il faut que les personnes soient informées du fait que non seulement vous allez stocker leurs données, mais il faut aussi qu'elles consentent à ce que vous les stockiez. Parce qu'à partir du moment où vous utilisez les données de quelqu'un, il faut qu'il soit au courant et qu'il soit d'accord. Je sais que ça paraît assez stupide comme réflexion, mais on constate que ça n'a pas toujours été le cas. Donc, il faut vraiment avoir ces réflexes-là à l'esprit. Des réflexes éthiques qui sont liés à des principes du RGPD, disons-le, nécessité, information, transparence. Justement, à propos de cela, sur aujourd'hui le terrain du RGPD de la protection des données, quels sont aujourd'hui les obstacles principaux sur le terrain rencontrés par les organismes qui souhaitent mettre en place de la biométrie? Et bien effectivement, malgré une clarté apparente, on a quand même quelques petites difficultés et je vais reprendre immédiatement ce que tu as évoqué, Sarah, dans la mise en œuvre opérationnelle. Le premier point qui va nous poser un problème, c'est le souci lié au consentement. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, quand vous recueillez un consentement, il faut que celui-ci soit libre. Et en ce qui concerne la mise en œuvre d'un système biométrique, la liberté va être difficilement acquise, particulièrement quand vous serez en situation de subordination. Pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le lien de subordination et ses implications juridiques, il s'agit des relations au sein de l'entreprise entre les salariés et les dirigeants, mais également on peut aller au-delà. Le lien de subordination peut se retrouver dans le cadre scolaire, depuis notre petit enfant jusqu'aux études supérieures, et aussi dans nos liens avec l'administration. Ça a été indiqué dès le départ en nous parlant d'une carte d'identité. Si vous ne donnez pas vos empreintes, votre titre d'identité ne sera pas produit. Vous n'aurez pas votre passeport, vous n'aurez pas votre carte nationale d'identité. Donc là, on va avoir un problème. On va clairement avoir un souci. Je vais éluder pour l'instant l'administration pour me concentrer davantage sur ce qui se passe dans les entreprises et ce qui concerne, disons-le, au quotidien davantage. Le consentement va être difficile à obtenir. Il sera rarement considéré comme libre. Pourquoi? Parce que, in fine, l'individu ne peut pas réellement refuser l'application d'un système biométrique sans que ça porte à conséquence. Je défie quiconque d'aller dire à son patron qui veut mettre un accès biométrique au bâtiment, fais ce que tu veux, je te regarde, de toute façon, tu n'auras pas mes empreintes, et puis c'est tout. Ce qui va se passer, ça sent le licenciement. On ne va pas tourner autour du pot. Donc là, la liberté est quand même réduite. Donc la question, malgré tout, sera quand même de savoir comment garantir une absence de contrainte ou d'alternative crédible. Sur ce point, la CNIL nous indique que le consentement n'est pas libre lorsque le traitement conditionne l'accès à un service ou un emploi sans solution alternative équivalente. Ça veut dire tout simplement que vous devez proposer une autre solution. L'exemple le plus courant, c'est le système de pointage biométrique qui va être imposé à vos salariés sans alternative. Et bien dans ce cas-là, ce sera illégal. Il faut proposer une autre solution. Vous pouvez déployer votre biométrie, mais il faut un système qui puisse fonctionner avec autre chose que cette biométrie. Un système classique de badge ou autre, de code, peu importe. L'autre point qui pose problème est celui-là, donc particulièrement dans la biométrie, dans tout ce qui concerne les données sensibles et même plus généralement dans tout le domaine de la protection des données, et je pense que ceux qui travaillent dedans ne pourront me contredire, c'est la négligence ou l'insuffisance dans l'analyse d'impact. Je vous ai dit qu'il fallait réaliser une analyse d'impact obligatoirement. Eh bien, certaines organisations vont négliger, volontairement ou non, d'évaluer suffisamment les risques, que ce soit en termes de sécurité, en termes de détournement. On peut avoir des conservations excessives
Donc, très clairement, elles vont mener une analyse d'impact. Donc, elles seront satisfaites, elles diront « j'ai fait le travail », mais cette analyse sera beaucoup trop superficielle. Et, encore une fois, sans véritable identification des risques et des contre-mesures qui doivent les accompagner afin de les limiter ou de les annuler. Ce qui va entraîner, en cas de contrôle, un rejet de la CNIL et, dans le meilleur des cas, un tirage d'oreille et une demande expresse de mettre un terme à l'usage. Je dis bien dans le meilleur des cas, mais nous ne sommes pas là pour faire peur. J'en profite pour donner l'exemple d'un client avec qui on a travaillé il y a quelques années sur la justesse de cette étude d'impact qui était un peu trop légère. C'est un établissement de santé dont je ne donnerai pas le nom pour garder son anonymat, je pense qu'il appréciera, qui avait décidé de mettre en place de l'authentification forte sur les postes de travail, le but étant de permettre aux soignants de gagner du temps pour s'authentifier sur les postes de travail et surtout de gagner de la sécurité parce que dès que le soignant s'éloignait du poste de travail, sa session était fermée. Ce qui évitait aux patients de pouvoir rester tout seul avec, comme ça nous est déjà tous arrivé dans les hôpitaux, un box avec un ordinateur déverrouillé et accès au système d'information complet de l'hôpital. Ils ont fait un benchmark et ils ont trouvé une solution américaine qui proposait un truc sur le papier très sympa, qui était des caméras mises au-dessus du poste de travail et qui permettaient par identification faciale de voir, de déverrouiller la session de la personne qui était assise en face de l'ordinateur et que dès que la personne s'éloignait, eh ben, la session se verrouillait. Et donc, ils ont trouvé la solution sympa, ils sont partis un peu billes en tête au service informatique. Et puis, ils ont acheté la solution et ils ont commencé à acheter les caméras, parce que c'est des caméras un peu spéciales qui doivent faire la reconnaissance faciale. Donc, on compte, à l'époque, on comptait environ 2 000 € la caméra. Donc, ils en ont acheté une centaine, ils ont acheté le logiciel, ça a coûté une fortune. Et tout d'un coup, levée de boucliers des syndicats, notamment, qui ont commencé en disant non, il est hors de question que mes données soient stockées chez vous, mon visage. Et puis en creusant, ça pouvait aussi poser des problèmes. Ça nécessitait de scanner tous les visages qui passaient devant l'ordinateur à un moment ou à un autre, donc potentiellement des patients de l'ordinateur, de l'hôpital. Ça nécessitait de stocker les visages de l'ensemble des soignants, enfin de tout le personnel en fait de l'hôpital, et on s'est rendu compte qu'ils n'avaient fait aucune analyse d'impact, ils avaient trouvé la solution sympa, ils étaient partis, ils l'avaient acheté. Ça a coûté une fortune à l'hôpital, et c'était des fonds à moitié public, à moitié privé, donc la moitié des fonds c'était quand même relativement public, donc c'est les nôtres, d'une certaine manière, et on s'est retrouvé avec 100 caméras inutilisées et inutilisables. Donc ils ont continué à chercher, ils ont dit c'est pas grave, si les visages ça pose problème, on va partir sur des empreintes digitales. Donc là on a prévenu, on est arrivé à ce moment-là, nous on a dit attendez, avant de racheter tous les lecteurs biométriques pour les empreintes digitales, on va peut-être réfléchir un petit peu. Est-ce que vous avez pensé au fait que les médecins ont des gants et que du coup si vous êtes obligé d'enlever les gants pour passer le doigt sur le lecteur, ah non, on n'y avait pas forcément pensé. Au final, et parce que la biométrie n'était pas du tout nécessaire, là, il existe plein d'autres solutions, ne serait-ce que le login mot de passe pour se connecter sur un poste de travail. Donc, on ne pouvait pas faire de la biométrie à ce moment-là. Et on a fini par trouver des solutions de cartes d'établissement avec un code PIN de 4 chiffres qui ont permis de réduire quand même considérablement le temps de connexion et de déconnexion au poste de travail, tout en conservant le droit à la vie privée et à la non-utilisation de données biométriques. Ça a coûté une fortune parce que l'étude d'impact n'avait pas été faite avant. Voilà. Tout à fait. Et du coup, je me permets d'intervenir très rapidement sur ces sujets-là. L'étude d'impact, c'est souvent vécu, je le comprends à juste titre pour en avoir fait 2, comme vraiment une corvée. Ça peut l'être, surtout si on l'a fait après avoir fait tous les développements et tout le système d'information. Mais à la base, l'étude d'impact, c'est pensé comme un outil éthique, parce que ça force tous les interlocuteurs en jeu à se mettre autour d'une table et à réfléchir à si l'utilisation de la donnée biométrique est réellement nécessaire, essentielle, et si ce n'est pas juste une utilisation gadget. Et c'est là où vraiment j'insiste, il faut mettre tout le monde autour de la table avant, ne serait-ce qu'avoir l'idée d'utiliser des données biométriques, parce que si ce n'est pas la CNIL qui vous rentre dedans, ce sera vos syndicats. Et dans toutes les décisions de recours à des données biométriques qu'on a pu voir passer, que ce soit dans les TA ou que ce soit à la CNIL, les syndicats ont été les premiers
à faire une levée de bouclier en disant « Ah non, 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 il y avait d'autres solutions, nous on n'est pas d'accord pour les raisons qu'on a pu évoquer avant, à savoir on ne peut pas changer de visage ou d'empreinte digitale, et surtout c'est extrêmement invasif sur la vie privée. » Et ensuite, vraiment, une AIPD permet de remplir cette exigence de transparence qui est vraiment le socle éthique avant toute utilisation de données biométriques. Donc, j'insiste, avant même de penser ou de respirer données biométriques, pensez à mettre tout le monde autour d'une table et réfléchissez à une AIPD, même si ça veut dire faire tout le travail au début et à la fin se dire qu'on ne le fait pas. C'est vraiment, ça vous préviendra énormément de problèmes. Et des budgets qui ont été dépensés pour rien, comme ce que vient d'évoquer Sarah. Et je vais rebondir parce qu'il y a une des AIPD qu'on a faites en commun, Sarah. Hein, nous sommes bien amusés. Voilà, mais on n'est pas là pour. Non, pour ça, on ne va pas, mais ça j'en suis très fière. Aujourd'hui, j'en suis très fière. Ça a quand même démontré qu'un travail en mettant tous les acteurs, parce que nous étions deux entités différentes, en mettant tous les acteurs autour de la table, on réussit à faire des AIPD relativement complètes. Tout à fait. Ça permet d'avancer, ça permet d'anticiper les bugs, ça permet d'anticiper énormément de problèmes. Et quand le travail est bien fait, si on parle de biométrie, ça permet d'éluder immédiatement le choix d'une solution de confort que Sarah Edimbourg évoquait, tout simplement parce que certains se disaient « Tiens, c'est cool, on va mettre des caméras, c'est high-tech. » Ouais, non, en fait, non, on oublie, c'est du confort pur, ça ne peut pas être recevable comme argument. Ils avaient bien fait le travail, ils n'auraient pas dépensé l'argent public. Je dis ça, je dis rien pour une mise en responsabilité pour les curieux. Effectivement, donc bien se poser les questions en amont, on ne le dira jamais assez. Si on creuse aussi sur le sujet de la sécurisation des données, aujourd'hui, on va essayer de comprendre aussi quels sont les obstacles techniques à la sécurisation de ces données. La première, on en parle depuis tout à l'heure, c'est le fait qu'elle soit permanente et unique. Donc, une fois qu'elles sont compromises, que ce soit du vol ou de la modification, parce qu'il y a deux niveaux de compromission. Il va y avoir une fuite de données, c'est-à-dire qu'elles vont être mises à disposition de plein de gens qui n'étaient pas normalement destinataires de ces données. Ça, c'est une première compromission possible. Et une fois qu'elle est en accès libre, on va dire, on ne peut rien y faire. La deuxième, c'est la modification, c'est-à-dire que les données sont vulnérables à des attaques sur tout le long de la chaîne. C'est-à-dire que je vais pouvoir attaquer le lecteur, on va prendre l'exemple d'une empreinte digitale. Je vais pouvoir attaquer le lecteur d'empreinte, c'est-à-dire qu'au moment où je pose mon doigt, l'empreinte qui est envoyée au système n'est pas forcément la même que celui qui est posé effectivement sur le lecteur. Il va pouvoir y avoir des attaques de compromission sur la chaîne de transfert de l'information et au moment du stockage. C'est-à-dire que si j'ai envoyé 1, 2, 3, 4 et que qui sont stockés, c'est 1, 2, 3, 5, au moment où je vais vouloir comparer les données, ce ne sera pas les bonnes. Et ça me permettra éventuellement à quelqu'un d'autre, dont l'empreinte digitale est stockée sous forme 1, 2, 3, 5, d'accéder aux données auxquelles moi j'aurais dû avoir accès, parce que la donnée stockée n'est pas la bonne. Et comme c'est pas la bonne, je ne peux pas la changer, puisque de toute façon, c'est pas changeable. Donc, on a ce côté à la fois permanent, unique et très vulnérable, qui fait que c'est difficile à sécuriser. Un autre point qui fait que c'est difficile de sécuriser, c'est l'absence de standards de sécurité. On a plusieurs standards de sécurité aujourd'hui. Il n'y en a pas qui sont uniformisés. Ça change tout le temps. Et donc, du coup, ça permet ça évite de... Ah, pardon, ça complique. Voilà, je perds mes mots. Ça complique une solution de sécurisation globale pour un établissement. C'est-à-dire qu'il va falloir sécuriser autant de fois des données qu'il y a de données différentes, en fait. Et le dernier point, c'est l'évolution des menaces. C'est-à-dire que même si, imaginons qu'aujourd'hui, vous êtes au top de la sécurisation de ce que vous pouvez avoir sur votre système d'information en termes de données, je suis quasiment sûre que demain, il y a une nouvelle faille qui arrive et vous n'êtes plus au top. Les menaces, elles évoluent tous les jours et donc c'est très très compliqué de rester à flot. Et si c'est des données
moins sensibles qui fuitent parce que vous n'avez pas mis à jour le dernier patch de votre éditeur d'OS préféré, eh ben, à la limite, c'est grave. Il peut y avoir des soucis pour votre entreprise, à la limite, pour vous, des RIP, des choses comme ça. Mais si c'est les empreintes digitales de tous vos salariés qui fuitent, il va y avoir d'autres problèmes qui vont être un peu plus importants. On reviendra sur la notion de faille juste après dans le chapitre suivant, en cas de compromission de ces données. Et lié à ce sujet, aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui les principales failles dans le système biométrique, Sarah? Les attaques physiques, c'est-à-dire que ça devient, avec l'amélioration de l'IA notamment, ça devient de plus en plus facile de spoofer les données. C'est-à-dire que je vais pouvoir faire des moulages d'empreintes très très facilement. Il suffit d'avoir récupéré une empreinte digitale sur ce qu'on voyait avant dans les films de science-fiction futuristes d'il y a 10 ans où on se disait ça n'arrivera jamais. Ça y est. C'est maintenant. Donc, on peut avoir des moulages d'empreintes qui sont très, très corrects en termes de qualité. Des photos haute résolution, par exemple, où on va même plus loin avec l'IA, les deepfakes. Si c'est de la reconnaissance faciale, aujourd'hui, il y a des deepfakes qui sont quand même très, très, très bien faits. Il y a encore 6 mois, on voyait la différence. Aujourd'hui, on ne la voit plus, la différence. Donc, qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment la personne qui est en face et pas un deepfake? Rien. Donc, il y a toutes ces attaques physiques de falsification des données qui peuvent survenir et contre lesquelles aujourd'hui on ne peut pas grand-chose. Il y a tout ce qui est vulnérabilité logicielle, j'en parlais, les failles dans les algorithmes de reconnaissance. C'est pas parce que les deux données sont correctes, les deux données de comparaison sont correctes que il ne va pas y avoir une faille logicielle avec une erreur de traitement de données, par exemple. Et puis, la dernière faille, c'est la gestion des données. J'en parle, moi, depuis le début. C'est attention à votre stockage centralisé et à vos accès à ce stockage. C'est les 3 failles, c'est-à-dire que c'est tout le long de la chaîne. La première faille, c'est sur le matériel et sur la reconnaissance concrète, la capture, on va dire, de la donnée. Il y a des failles sur le traitement de la donnée et il y a des failles sur le chiffrement, enfin le stockage de la donnée. Il y en a partout. Voilà. Merci Sarah. Si on revient, avant de passer au chapitre suivant, sur le cadre réglementaire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait retenir? Est-ce que le cadre réglementaire est trop flou? Est-ce qu'il n'est pas adapté? Est-ce qu'il est insuffisant? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des zones d'ombre, en fait, concrètement, sur la réglementation? Alors, la réponse, personne ne m'en voudra, j'espère, n'offusquer personne, ce serait une réponse de Normand, je pense. Voilà. Il y a des choses qui sont claires et des choses qui ne le sont pas. Voilà. Donc avec ça, vous allez me dire, vous êtes bien avancé. Eh bien, il y a quand même des choses globalement, vous l'avez vu, sur le plan juridique, qui sont claires. Et l'aspect Normand, on le verra ensuite, notamment dans tout ce qui va être opérationnel et le décalage technologique croissant. Ce que vient aussi d'évoquer Sarah, la puissance des systèmes. Est-ce que la sécurité peut suivre? On ne sait pas. Ce qui est clair, d'un point de vue juridique, je vais vous faire un petit catalogue, on ne va pas tourner autour du pot, c'est la définition de la donnée biométrique. C'est le principe de l'interdiction. C'est la nécessité de choisir un critère de licéité. C'est l'obligation de réaliser l'analyse d'impact. Alors là, on est 3 quand même à vous tomber dessus, à vous parler d'analyse d'impact. Si vous n'avez pas compris, je ne sais plus quoi faire. Ce sont les recommandations de la CNIL qui nécessitent une minimisation des risques. Et je vais ajouter encore, en ce qui concerne les zones de flou, les zones problématiques, ce qui est insuffisamment défini. Encore une fois, c'est cette notion de consentement libre. Vous devez vous dire, il nous saoule avec son consentement, mais très souvent, c'est ce que vous allez utiliser, le consentement. Et si dans votre consentement, il y a le moindre problème, il y a le moindre grain de sable, tout tombe. Absolument tout tombe. Dans le meilleur des cas, encore une fois, c'est juste un petit rappel à l'ordre et on vous demande de tout arrêter. C'est bien dans le meilleur des cas. Mais aujourd'hui, on n'est pas certain qu'un salarié mécontent ne vous poursuive pas. Je vous rappelle une décision récente de la Cour européenne qui a reconnu le RGPD comme une base permettant de justifier l'intérêt à agir en justice. Ça veut dire que le RGPD est autonome.
Donc, on ne peut plus jouer, plus du tout. C'est réellement la fin de la récréation. Le Far West s'éloigne de plus en plus. L'autre point problématique, vous pourriez dire, c'est se retrancher derrière l'intérêt public. Mais ça ne va pas dépendre de nous, ça va simplement dépendre des pouvoirs publics et ce sera de la décision politique. Décision politique propre à chaque État. Vous avez un RGPD qui fixe un cadre, mais des États membres qui vont adapter à leur particularité cette réglementation, sans la contourner bien évidemment. Donc, on pourrait se demander si pour une fois l'excès d'harmonisation ne serait pas utile. Le statut des systèmes biométriques embarqués aussi, qui pose problème. On a tous quasiment des smartphones, on a tous des objets connectés, des montres connectées, des enceintes connectées, des télés connectées, des ampoules connectées. Enfin, aujourd'hui, tout est connecté. Et dans cette jungle, se pose la question, si il y a une utilisation avec de la biométrie, est-ce que ça tombe dans ou hors du RGPD? Autre point, évidemment, et là, ce serait magique si ça pouvait se développer, alors pas pour ceux sur qui ça tomberait, mais c'est la jurisprudence, parce qu'on manque cruellement de décisions qui pourraient, tant au niveau français qu'au niveau européen, qui pourraient nous aiguiller et vraiment nous renseigner. Là, ce serait un très grand enrichissement, sinon plus important que de nouvelles réglementations. Malgré ces zones grises que tu viens de dépeindre, il y a aujourd'hui quand même des conseils pratiques, des recommandations à mettre en place. On arrive sur la deuxième partie de notre webinaire et l'idée, c'est de pouvoir justement partager ces solutions concrètes. Selon toi, dans ce cas-là, Laurent, aujourd'hui, quelles sont ces étapes concrètes à suivre pour mettre en conformité ce type de dispositif? Oui, on ne peut pas tout le temps être négatif et dire que les choses ne vont pas. Pour avancer sur ce sujet, moi, je vous donnerai 7 étapes. 7 étapes clés, je n'invente pas l'eau chaude, hein, c'est du basique. Hein. Mais la première chose, c'est déjà de vérifier si votre traitement va ou non relever du RGPD. Pour ça, vous allez vous poser 2 questions. La première, ce sera savoir si votre donnée est traitée dans un but d'identification unique. Oui ou non. Là, ça vous donne une première piste. La deuxième question à se poser, si c'est dans un but d'identification unique, c'est: mes données sont-elles stockées ou accessibles par un tiers? Et là, ça fait la différence. Si ce n'est pas stocké ou accessible par un tiers, ça ne relèvera pas du RGPD. À l'inverse, il s'appliquera. C'est l'exemple type du Face ID qui existe sur iPhone, pour lequel la reconnaissance biométrique se fait localement sans aucune transmission. La CNIL l'a indiqué, dans ce cas-là, le RGPD ne s'applique pas. Elle a rappelé que lorsque la donnée est conservée dans un dispositif personnel, sans transmission à un tiers, il ne s'agit pas d'un traitement soumis au RGPD. Alors certains vont se gratter la tête à se dire: oui, mais pourquoi? Parce que mon appareil permet. Mais non, la CNIL, elle vous simplifie la vie. Dans ce cas-là, ne cherchez pas, profitez-en. La deuxième étape, ce sera l'identification de la base légale de votre traitement. Il faut que votre traitement soit lisible. Donc, il faut une base. Il faut choisir une base. Je vous les ai indiqués. Le consentement, qui doit être explicite, qui sera le plus fréquemment utilisé, mais aussi le plus difficile à utiliser dans le contexte professionnel. L'intérêt public, mais encore une fois, lui, va dépendre des pouvoirs publics. Je zappe la préservation des personnes, j'ai perdu le terme, pardonnez-moi, l'intérêt vital. L'intérêt vital des personnes. L'intérêt vital, il m'est revenu. Je le zappe. Bon, il est évident que pour sauver la vie de quelqu'un, on se moque éperdument de ce qui se passe, même si c'est votre voisin que vous détestez. Vous pourriez vous dire: je vais me rabattre sur le contrat, sur l'intérêt légitime, sur l'obligation légale, encore que, il faudrait qu'il y en ait, mais le contrat ou l'intérêt légitime, mais attention, il va falloir réussir à l'encadrer, ça ne pourrait pas être autonome. Sur le contrat, attention, il y aura nécessairement l'inclusion d'une partie de consentement. Et dans le cadre du consentement, le refus de consentement ne peut pas priver d'un droit. Donc, c'est vraiment des bases légales qui, à mon avis, sont un petit peu bancales. Il faut vraiment, à mon sens, s'en tenir au consentement explicite et l'intérêt public quand il existe. Les autres, à moins de vraiment blinder, renforcer au maximum votre argumentaire, vous pouvez y aller. Mais il faut être joueur. Après, rien ne vous empêche d'interroger la CNIL. Je dis ça comme ça.
en passant. Troisième étape, c'est la réalisation de l'analyse d'impact. C'est dommage qu'on ne soit pas tous en présentiel, sinon on l'aurait fait tous en cœur. Qui doit être obligatoire selon l'article 35 pour tout traitement de données sensibles. Qu'est-ce qu'elle doit contenir? Je ne vous apprends rien. C'est à minima une description détaillée du traitement, la description des risques pour les droits et libertés des personnes et les contre-mesures qui sont là pour réduire ou annuler ces risques. Sans rien éluder, il faut tout mettre sur la table. C'est un gros travail d'anticipation qui prend du temps, qui demande un recul très important et qui peut être intéressant de faire participer. Il peut être intéressant de faire participer énormément de monde, même en cercle élargi. N'hésitez pas à faire intervenir des personnes concernées qui peuvent vous alerter sur des choses que vous allez complètement oublier parce que vous êtes dans votre quotidien et vous avez votre vision centrée sur votre entreprise. C'est intéressant de faire venir des extérieurs dans ces cas-là, concernés évidemment. Quatrième étape, c'est appliquer le principe de minimisation et ne collecter que les données nécessaires à l'objectif poursuivi. C'est ne pas stocker les données si le traitement peut être réalisé sans, et c'est préférer des gabarits de stockage locaux. La cinquième étape, mettre en place des mesures de sécurité renforcées. Sarah Edimbourg l'a indiqué, elle en a parlé, je vais vous refaire la liste à l'après-vert, le chiffrement des gabarits, la journalisation des accès, le cloisonnement des bases, la détection des intrusions. Alors là, vous rigolez pas, vous mettez vraiment un monitoring, parce que j'ai connu des entreprises de dev qui sont des multinationales qui ne mettent pas de monitoring sur les projets de leurs clients. C'est juste incroyable. Donc, vous ne pouvez pas jouer avec ça. Au passage, ça fait des ruptures de contrat pour faute. Et des tests de robustesse. Faites des audits. Il y a des spécialistes en la matière. Ils se feront un malin plaisir de casser tout votre système et de trouver toutes les failles pour que vous le renforciez. Ça coûte un peu d'argent, mais ça vous en fera économiser énormément. Et en cas de contrôle, vous pourrez démontrer que vous avez tout mis en œuvre pour renforcer votre système. Sixième étape, informer les personnes concernées. On n'en a pas parlé depuis le début, mais information. Alors, le maître mot, mais même depuis 1978, depuis la loi informatique et liberté nouvelle née de l'époque, il fallait informer, c'est nécessaire. Et cette information, au fil du temps, ne fait que se renforcer du fait des systèmes qui sont déployés, du fait de la puissance de calcul que l'on connaît aujourd'hui. Donc, une transparence avec l'indication des bases légales, des finalités, les droits des personnes, les modalités d'exercice des droits, les durées de conservation, est-ce qu'il y a transfert ou non, les conséquences en cas de refus de consentement, etc. Je vous en passe, c'est des meilleurs. On n'est pas là pour faire un cours sur l'information des droits des personnes. Et la septième étape, une fois que vous aurez fait tout ça, ça va vous permettre, avec vos petits doigts, de remplir une fiche de traitement. Et remplir cette fiche de traitement parfaitement complète, avec toutes ses annexes, ça va alimenter le registre de traitement que vous devez tenir à jour en permanence. Et j'insiste bien sur ce point. Je ne sais pas si dans notre auditoire, les gens sont DPO ou non. S'ils ne le sont pas, faites très attention. Le maintien du registre, il est permanent. Ce n'est pas un one-shot 2018. C'est du permanent. Donc voilà, sur les 7 conseils essentiels que je peux vous donner. On a quelques conseils déjà pour démarrer ou poursuivre ce projet RGPD de mise en conformité. Dans le pire des cas, si jamais il y a la catastrophe, la faille de sécurité qui potentiellement va impacter le traitement des données biométriques et leur sécurité, quels sont les bons réflexes à avoir? Le premier, c'est faire en sorte que ce soit pas pire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié une fuite ou une faille, on va d'abord isoler le système qui est compromis pour éviter que ça empire ou que ça se sache et que les gens viennent se servir allègrement dans vos données. Donc la première chose à faire, c'est on isole le système compromis, on le débranche du réseau mais on ne l'éteint pas et on va ensuite identifier les données exposées, déterminer s'il y a d'autres vulnérabilités, voire en fait on fait un état des lieux. C'est-à-dire que le premier c'est je coupe le flux et ensuite je regarde ce qui s'est passé pour de vrai. Est-ce que la faille est avérée? Et si oui, qu'est-ce que ça impacte comme données chez moi?
Ensuite, on prévient les autorités compétentes dans les 72 heures. C'est très important, c'est la loi. Voilà, vous êtes obligés. Et en parallèle, il faut aussi informer les utilisateurs concernés. C'est-à-dire que vous pouvez prendre contact avec la PJ pour faire tout ce qui est comment dire, dépôt de plainte, etc. Vous pouvez avoir vos prestataires pour tout ce qui est remédiation, voilà. Mais in fine, c'est les utilisateurs qui vont être potentiellement impactés par cette faille. Et donc, vous êtes obligé de les informer qu'il y a eu une fuite de données et les actions que eux doivent entreprendre et que vous allez entreprendre. C'est l'information qui est le maître mot. Et une fois que ça c'est fait, donc on a coupé la fuite de données, on a prévenu tout le monde, eh ben, on va éviter que ça se reproduise. La première chose, c'est d'analyser les causes de l'existant, les causes de l'incident, et puis mettre en place des mesures correctives. C'est pas parce qu'on a coupé la fuite de données qu'on va rebrancher le serveur en se disant bon, c'est bon, c'est fait, c'est réglé, je rebranche tel quel. Non, il y a des choses à faire, parce que si vous avez été attaqué une fois, vous serez réattaqué, c'est sûr. Et donc, il faut mettre en place absolument des mesures correctives. Et ça va dépendre de la fuite qu'il y a eu et des causes de la fuite. Ça, ce sont des réflexes de base côté technique à avoir. D'un point de vue un peu plus juridique, et lorsqu'on a éteint le feu, se pose la question de la responsabilité. Qui est responsable en cas de faille? Et juste avant de revenir, Sarah a dit une chose très intéressante sur l'isolement du système. Là, je vais vous parler d'un cas pratique vécu l'année dernière qui a donné des sueurs à beaucoup de monde, dont je ne peux pas parler, tu es au courant. C'est les entreprises qui sont chargées du développement, de la maintenance, qui, en découvrant une faille, donc certes, interrompent le réseau, mais pour pas avoir de problème, effacent les données, effacent le serveur, détruisent les serveurs. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose aussi sur lequel je veux vous alerter, et ça va venir en résonance avec la suite sur la responsabilité, parce que ça peut avoir de très graves conséquences. Sur cette responsabilité, on va avoir 3 acteurs qui sont classiques. Donc, en matière de protection des données, on va parler du responsable de traitement, tout d'abord, qui est celui qui va décider des finalités et des moyens. Ensuite, nous aurons le sous-traitant, qui lui va traiter les données pour le compte du responsable de traitement. Et ensuite, enfin, même, on aura un tiers ou co-responsable. Ce qu'il faut savoir, déjà, c'est identifier quelles sont les obligations de chacun. En ce qui concerne le responsable de traitement, lui, il va être chargé d'assurer la licéité de son traitement. Il va être chargé, comme on l'a déjà vu, là, on ne fait que répéter, il va être chargé d'assurer la sécurité de son traitement avec les moyens techniques, la documentation, notamment par l'AIPD, et le registre, l'information des personnes, la gestion des droits. Il doit choisir un sous-traitant fiable. Et c'est là que ça vient avec ce qui a été évoqué précédemment et la petite pseudo-transition que j'ai voulu faire. Choisir un sous-traitant fiable, c'est l'essentiel. Parce que de son côté, le sous-traitant, lui, il doit mettre en œuvre toutes les mesures de sécurité appropriées au profit de son client. Il doit aussi assistance. Il doit également tenir son registre et signaler tout incident afin de garantir un haut niveau de confidentialité. Et vous avez un problème dans ces cas-là, quand vous avez un sous-traitant qui est défaillant, un sous-traitant qui détruit des serveurs parce que vous ne pouvez plus enquêter. Le cas en question, c'est une base assez importante qui a des répercussions au niveau de la sécurité publique, avec un serveur détruit qui a empêché, il faut savoir que c'est un bureau du parquet spécifique à Paris qui est en charge de ces affaires-là, avec l'ANSSI, ça les a empêchés d'investiguer. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, un sous-traitant qui est défaillant en matière de RGPD, c'est simple, on casse les contrats, on pète, on y va et on demande des indemnités. Il ne faut pas avoir peur. De toute façon, les gens ne font pas de cadeaux, donc n'en faisons pas non plus. Donc, essentiel d'un bon choix de sous-traitant et un sous-traitant vraiment fiable. Et en termes de co-responsabilité, les obligations de chacun dépendront des accords contractuels. Là, on arrive sur la théorie générale, il y aura des obligations, rien de farfelu. Et c'est en cas de faille que tout ça va trouver son sens. Parce que ça a été rappelé, 72 heures pour informer l'autorité de contrôle qu'est la CNIL. Alors, informer le DPO, je vous en conjure, parce qu'il arrive que le DPO ne soit pas informé, qu'il le découvre quand il est en vacances, les pieds dans le sable. Ça fait plaisir quand ça fait 1 mois et demi que ça s'est produit.
Donc, l'informer immédiatement de manière à ce que le travail puisse être fait correctement. Évidemment, informer les personnes concernées, à moins que les autorités vous disent de faire autrement et qu'elles pilotent l'information. Ce sont des cas rares, mais ce sont des cas qui existent. Mais le principe, informer les personnes. Et ce qui est intéressant avec le RGPD, c'est qu'il reprend un principe habituel de la responsabilité, c'est que, et c'est prévu à l'article 82, si ma mémoire ne me fait pas défaut, toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral a le droit d'obtenir du responsable de traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. On retombe sur les principes habituels de responsabilité. Que se passe-t-il si on a un sous-traitant qui, comme ça arrive, est particulièrement têtu et qui ne respecte pas les obligations, qui ne respecte pas vos instructions? Eh bien, il pourra être tenu pour solidairement responsable. C'est-à-dire que vous allez être condamné, vous allez payer et vous retournerez contre lui. Et vous récupérerez votre argent. Quitte à l'effacer du marché. Ça, c'est un autre problème. En ce qui concerne la répartition des responsabilités, ça dépendra du rôle de chacun, simplement. Le responsable de traitement, lui, va s'assurer que les traitements, je vous l'ai dit, sont licites et sécurisés et avoir des sous-traitants fiables. Le sous-traitant, lui, doit agir sur instruction. Souvent, ce sera un fournisseur de solutions biométriques. Et puis, en cas de responsabilité partagée, si le sous-traitant n'a pas respecté ses obligations, eh bien, pourrait être engagé s'il y avait un incident. Des réflexes en cas de, enfin, pour définir effectivement la responsabilité en cas de problème et de manière plus globale, hein, d'un point de vue éthique, est-ce qu'aujourd'hui on peut construire, structurer une chaîne de responsabilité? Ça va de... Tout à fait. Alors, moi, je vais vous parler d'un pion dans toute cette chaîne, plus particulièrement, qui est extrêmement important. Mais plus largement, la question de l'utilisation des données biométriques, ça va soulever forcément un certain nombre de questionnements, que ce soit de la part des personnes dont on va récolter les données, que ce soit de la part des autorités, ou que ce soit de la part des personnes qui veulent les mettre en place. C'est normal, c'est nouveau, c'est très attractif, mais ça fait très peur. Encore une fois, on l'a vu, que ce soit des risques juridiques, des risques techniques ou des risques plus globalement criminels. Il faut faire attention. Donc, il convient, que ce soit d'un point de vue juridique ou d'un point de vue éthique, d'avoir un point de contact, un interlocuteur unique qui sera chargé de vraiment structurer toute la chaîne autour de la responsabilité sur les données biométriques. Et souvent, ça passe par le délégué à la protection des données, le DPO. Je pense qu'il y en a peut-être parmi vous qui le sont. Aujourd'hui, vous êtes un point essentiel de cette chaîne. Et les quelques conseils qu'on peut donner, c'est les suivants. C'est donc avoir un interlocuteur unique, que cet interlocuteur soit hors hiérarchie, dans le sens où, pour garantir son impartialité, il est quand même plus efficace qu'il n'ait pas à répondre sur ses activités à une chaîne hiérarchique, et qu'il puisse être interlocuteur de tout le monde, que ce soit pour les personnes qui auraient des doutes sur l'utilisation de leurs données et qui pourraient probablement avoir des alertes en interne. C'est ce qu'on voit notamment en termes de corruption. Je pense que vous en avez beaucoup entendu parler, surtout qu'aujourd'hui, c'est obligatoire dans les structures d'avoir un référent en matière de corruption et de compliance. Et bien, ce serait la même chose en matière de protection des données, notamment des données biométriques. Et il faut bien comprendre que cet interlocuteur unique serait également l'interface vers l'extérieur. Et ça va vraiment vous dépanner sur beaucoup de choses, vu que souvent, ce sont des gens spécialisés qui pourront vraiment vous aider et vous accompagner dans toute la mise en place de votre système, notamment sur l'AIPD. Vraiment, on en reparle, très important. C'est l'élément central. C'est vrai, oui, vraiment, si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est que l'AIPD, c'est une tannée à mettre en place, mais c'est un outil extrêmement utile. Vraiment, extrêmement utile. Donc, voilà, en termes éthiques, avoir une personne responsable qui pourra répondre aux interlocuteurs, que ce soit les interlocuteurs internes ou les interlocuteurs externes, c'est vraiment essentiel. On arrive au bout des thématiques qui devaient être abordées dans le cadre de ce webinaire. Une micro-conclusion sur ce sujet, vous l'avez compris,
Aujourd'hui, mettre en place un projet, mettre en place un système qui va traiter des données biométriques, ce n'est pas à prendre à la légère, clairement pas. Il y a toute cette logique de nécessité, de voir si on peut faire mieux avec moins intrusif. Et si jamais on a ce besoin, en tout cas cette motivation qui a bien été déterminée, bien été documentée, eh bien effectivement, bien cadrer ça à travers une analyse d'impact. Je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour le dire et le rappeler et la faire correctement, ne pas la bâcler, puisque l'analyse d'impact posera toutes les questions nécessaires à se poser et le faire évidemment à plusieurs personnes. Ça vaut pour les traitements biométriques, ça vaut pour tout de manière générale sur l'analyse d'impact concernant le RGPD, à faire à plusieurs mains, à plusieurs cerveaux sur une durée de temps nécessaire qu'il faut, évidemment en amont. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous en avez qui viendraient après, vous pourrez toujours nous contacter. On pourra vous répondre a posteriori. Il y avait une remarque qui a été posée par l'un de nos participants, Pascal. Bonjour Pascal. N'oublions pas tout de même qu'au moment de la phase d'enrôlement, un gabarit de chiffres est généré et l'empreinte en tant que telle ne doit pas être conservée. Évidemment, si on garde une application conforme, ça s'adressait spécifiquement à Sarah Dabour sur la partie technique. Oui, alors oui, en théorie, c'est bien un gabarit qui doit être stocké. Dans l'idéal, c'est un gabarit qui est stocké localement. Mais le fait de stocker un gabarit n'empêche pas l'utilisation de deepfake, d'empreintes de moulage, d'empreintes digitales, ce genre de choses. Donc, effectivement, ça peut réduire un petit peu le risque sur la fuite de données. Et encore, le rétro-engineering étant ce qu'il est aujourd'hui, ça peut être vite un problème, un vrai gros problème. Mais il existe quand même tellement de manières, tout au fil de l'eau, de corrompre la donnée, que c'est très, même avec des gabarits, c'est très difficile à sécuriser. J'espère que j'ai répondu à la question, enfin, ou à la remarque en tout cas. Une interrogation d'Adèle. Bonjour Adèle. Sur les bases de données qui utilisent la reconnaissance faciale, toutes les recommandations mentionnées sont applicables. Alors oui, à partir du moment où on a de la reconnaissance faciale, on va avoir effectivement un traitement de données biométriques. C'est bel et bien le thème de notre webinaire. Tout ce qui a pu être abordé ici est applicable, aussi bien du sujet de l'analyse d'impact, de l'information, du technique, de la réflexion éthique derrière. Absolument, on est en plein dans le sujet. Une autre question de Pascal. Quel axe de réflexion quand la biométrie est déjà en place, opérationnelle depuis plusieurs années, et qu'un nouveau DPO découvre cet état de fait? Eh bien, il n'y a plus qu'à changer de métier et partir très très loin. Pourquoi pas élever des chefs dans le Larzal, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est une voie envisageable. C'est un moment de solitude. C'est un moment de solitude. Oui, oui. c'est un moment de solitude, effectivement. Plus sérieusement, en tout cas, quand on constate ce genre de choses, la première chose à faire, c'est effectivement de faire le point sur la situation et de voir qui a été informé. Comment est-ce que ça s'est fait? Quelle était la chaîne de décision autour de ça? C'est vraiment, d'un point de vue éthique, c'est de se poser ces questions-là. C'est quand est-ce que ça a été mis en place? Qui a été consulté? Et surtout, est-ce que vous avez des traces de ce qui a été fait? Très important. Est-ce que vous avez des traces? Et d'un point de vue juridique, je renvoie la balle à Laurent. Ah, super. Je les connais, mais j'aime bien m'embêter quand même. Oui, je sais. Non, effectivement, quand on découvre, et parce que de toute manière, quand on arrive, on est missionné pour accompagner, piloter une conformité au sein d'un organisme, on découvre des choses. De toute façon, au départ, on fait du cosmétique et après, on est comme tout le monde, on commence à soulever le tapis et c'est là qu'on prend peur. Là, comme ça a été indiqué, il faut faire un état des lieux dans son coin en tant que DPO pour commencer à constituer un dossier de preuve et se préserver. Encore une fois, les paroles s'en vont, les écrits restent. Ceux qui sont juristes connaissent. Faites un dossier de preuve pour commencer. Ensuite, il va falloir faire le travail. On interrompt le système. Alors là, je parle dans le monde des bisounours. On coupe le système, on se met autour d'une table, on fait venir toutes les personnes concernées et on fait le travail qui devait être fait en amont. On va commencer par faire l'analyse d'impact. Ouais. Voilà, faites votre analyse d'impact. Elle sera faite après, ok, mais au moins vous vous serez rendu compte et vous pourrez démontrer en cas de contrôle. Et le syndicat, je ne sais pas si vous êtes dans une grande entreprise avec des syndicats puissants ou non, mais s'il y avait une mise en cause, vous pourrez dire oui, effectivement, on a été un petit peu léger, on a bien pris conscience, mais non, on essaie de redresser la barre.
Ça passera de toute manière par la réalisation de l'analyse d'impact, l'implication de toutes les équipes, les décisionnaires de l'époque, peut-être ne pas hésiter à les mettre en cause, leur dire attention, vous avez fait ça, mais c'est vous qui allez payer, peut-être que la direction n'était pas au courant, peut-être qu'elle n'était pas d'accord. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses à démêler juridiquement en termes de responsabilité. Peut-être envoyer la balle de la responsabilité pleine et entière sur quelqu'un qui n'avait pas à prendre cette décision. Pourquoi pas, à l'image du DRH de Vinci qui s'est fait condamner il y a quelque temps, à envisager. Mais de toute manière, il faut recommencer dès le départ. On ne peut pas y couper. Je suis désolé, Pascal, pour et c'est pour ça mauvaise info. qu'on expliquait à quel point c'était important d'avoir une personne dans sa structure qui soit légèrement hors hiérarchie. Alors, c'est impossible dans certaines situations, mais en fait, qui puisse exprimer, qui puisse expliquer les choses sans avoir peur des conséquences. Encore une fois, ça, je suis bien consciente que c'est le monde des bisounours. Vous en faites pas, ça, pas de problème. Mais c'est important que la personne chargée de la protection des données et de gérer tout ce qu'il y a autour puisse dire quand ça ne va pas. Et librement. Oui, c'est vraiment très important. Alors, je sais que je ne fais que dire ça, je sais à quel point c'est compliqué à mettre en place, mais si parmi vous, il y a des chefs d'entreprise, il y a des chefs tout court qui ont dans l'idée de mettre en place de la biométrie, vraiment, créer un poste comme ça, c'est important, et laissez-le faire son travail. C'est vraiment important. Je sais que ce n'est pas agréable, mais c'est essentiel. Et pour être tranquille, prenez un externalisé. Oui, ça peut être une solution. Et encore une fois, mettre en place un projet de traitement de données biométriques, c'est pas rien. Et traiter des données biométriques, on ne va pas de traiter un nom-prénom. Ce sont des données personnelles, évidemment, identifiantes, qui sont supposément, en tout cas, uniques. Et donc, il y a un vrai enjeu derrière d'identification, de sensibilité derrière, puisqu'effectivement, on peut aussi détourner ces données-là pour plein d'autres finalités qui n'est pas prévues à la base, donc elles sont sensibles. Le traitement de données sensibles, c'est pas un projet, c'est pas un traitement comme les autres. Donc c'est pour ça qu'on insiste là-dessus et qu'il y a une vraie urgence si jamais un projet est déjà mis en place chez vous ou qu'il va être mis en place à respecter ces recommandations. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions et on est dans les temps. Une dernière pour la route. Une question de Nicolas. Bonjour Nicolas. La vidéosurveillance est-elle considérée comme de la donnée biométrique? Alors, il y a la vidéosurveillance qui va traiter se baser sur une reconnaissance faciale et la vidéosurveillance qui, peut-être, elle, ne se base pas sur la reconnaissance faciale. C'est peut-être là où il y a le sujet justement pour distinguer les deux. Tu prends Laurent Déjà, on va... Il faut séparer deux choses en fait. La vidéosurveillance, la vidéoprotection déjà. C'est ça. Et déjà ça séparé. Et puis, est-ce que votre système, il est avec une reconnaissance algorithmique ou pas? Est-ce que vous avez des enregistrements ou pas? Si vous êtes dans un cadre habituel, un commerce avec pas de reco, c'est pour surveiller l'établissement. Vous êtes dans un commerce peut-être, ou équivalent, ou un établissement industriel. A priori, ça y ressemble. En tout cas, la vidéosurveillance en tant que telle, sans reconnaissance faciale, c'est une donnée classique, c'est pas une donnée sensible, c'est pas une donnée biométrique. Donc là, vous pouvez travailler normalement, et puis juste avant, j'espère, votre dossier correctement déposé avec votre autorisation préfectorale. Voilà, après, c'est le régime classique de la vidéosurveillance ou de la vidéoprotection, en fait, tout dépend. Selon le nombre de caméras, selon les zones qui sont filmées, etc. Mais bon, après, c'est du classique. Et on est hors sujet. Alors, voilà. Juste sur la question de la vidéosurveillance, vous avez d'excellents interlocuteurs en préfecture sur ces sujets-là, pour avoir travaillé avec eux. Donc, n'hésitez pas à vous tourner vers eux. Ils pourront vous aiguiller sur ce genre de questions, en général sur la vidéosurveillance. S'il n'y a pas de reconnaissance faciale, il y a quand même beaucoup moins de questions à se poser. Mais vraiment, tout ce qui a trait à la vidéosurveillance, au-delà de l'utilisation des données, ce genre de choses, adressez-vous à vos préfectures. On ne dirait pas comme ça, mais elles sont vraiment très à l'écoute et pour avoir participé à ça, elles sont bien formées. On a une autre question. Est-ce qu'on aurait des exemples pour justifier le recours à la biométrie dans un contexte de travail, quand le consentement peut être considéré comme... Je crois qu'on est arrivé au terme du webinaire. Et c'est la fin du webinaire. Je dirais non. Voilà. Alors, en fait, ça
ça ne va pas Question, tellement peu de être toujours banane. dans le cadre du contexte du travail. On peut penser à certains cas particuliers qui sont les zones vraiment très protégées. Je pense notamment Moi, j'ai en tête le secteur défense. Oui, pareil. Parce Et que- plus particulièrement le secteur du nucléaire aussi. Qui peut... Tous des opérateurs qui sont considérés Désolé. comme essentiels, C'est ça, d'intérêt. important, Et, capital. et encore, je sais que pour les FSI, les forces de sécurité intérieure, il avait été envisagé à un moment d'utiliser pour l'accès aux bâtiments ce genre de données, et je crois que ça n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, vraiment, si vous n'êtes pas sûr de comment ça fonctionne, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir assurer que c'est la seule solution, si vous n'avez pas les reins solides, c'est compliqué de se lancer là-dedans. Dans le contexte de travail, on va revenir sur ce qui a été dit. Vous pouvez très bien mettre un système de biométrie, mais proposer une alternative. Oui. Et pourquoi l'alternative ne suffirait-elle pas? Et expliquer, on estime, nous, au regard de notre situation, des traitements, de notre activité, des traitements de données qu'on a, de plein de choses, que l'alternative qui serait une carte avec un code PIN n'est pas assez suffisante parce que, en cas de défaillance ou d'intrusion ou de compromission Oui. des informations protégées ou pour X ou Y raison, ce système de classique, cette alternative ne permettrait pas d'endiguer cela. Donc, il y a un vrai travail d'analyse à faire. Et vous parliez du consentement qui peut être considéré comme libre. Il ne faut pas oublier que, je rebondis sur le fait qu'il faut proposer une alternative. Oui. C'est pas parce qu'on vous donne un consentement un jour qu'on vous le donnera toujours. Oui, irrévocable. Un consentement est rétractable. Preuve en est, vous pouvez vous marier, consentir à vous marier et puis divorcer. Donc, c'est pareil avec les données biométriques. On peut consentir un jour et puis du jour au lendemain dire finalement je suis plus à l'aise avec ça, je préfère que ce ne soit pas le cas. Donc, encore une fois, vraiment réfléchir à est-ce que c'est nécessaire? C'est le fond du sujet, c'est ça. C'est est-ce que c'est nécessaire? On arrive au terme du webinaire. Merci beaucoup. On a une remarque. On avait une remarque, en pardon. chat, alors, pour Pascal, avec plaisir, pour te répondre. Et puis Vincent qui parle d'une zone particulière dans l'industrie pharmaceutique, si vous avez des zones qui sont avec des laboratoires classés. Bon, c'est ça. S'il y a des enjeux de santé publique, même de danger pour la population, évidemment. Le virus s'échappe pas. Ça serait bête, un nouveau confinement, ce serait pas trop. Une remarque de Kinga. Alors, il est recommandé de vérifier d'autres bases légales. Alors, oui, après, on a vu que le consentement aujourd'hui avait une place prépondérante dans les traitements de données biométriques. Ça va être difficile. Si vous êtes une entreprise privée, ça va être très difficile d'aller. Enfin, je parle sous ton contrôle, Laurent, mais ça va être très difficile d'aller sur une autre base légale. Parce que vous n'êtes pas l'État, donc c'est difficile d'amener de l'intérêt général ou de l'obligation légale. L'intérêt légitime, ça va être il peut pas être autonome. C'est ça. Donc, aujourd'hui, vous pouvez essayer. Encore une fois, comme l'a dit Laurent, on n'a pas énormément de jurisprudence, mais c'est à vos risques et périls. Oui. Premièrement, moi, j'ai épluché pas mal de décisions de la CNIL dans mon temps. Et quand même, ça se solde jamais à des choses, ça se solde jamais correctement quand on passe sur ces sujets-là. On parlait tout à l'heure de ne pas vous faire peur. Moi, je voudrais juste vous dire que parfois, la CNIL, elle prononce des sanctions pécuniaires qui peuvent aller assez haut. Donc, vraiment, réfléchissez bien. N'hésitez pas à interroger la CNIL, ils ont des services. Alors, des fois, ils mettent du temps à vous répondre, mais ils ne sont pas forcément nombreux, mais ils vous répondent. Vous pouvez les appeler, vous pouvez leur écrire. Ils sont là aussi pour ça. Faites-le en amont. Pour Kinga notamment. Ne pas prendre de risques. Mais si vous commencez à avoir une bribe de réponse de leur part, c'est déjà bien. Oui, vraiment. Merci à tous pour vos questions, vos remarques, votre participation. Ça faisait plaisir. Merci à nos 3 intervenants, à Sarah Edimbourg, Sarah Dehaut et Laurent. Merci. C'est un plaisir d'organiser ça avec vous. On aura peut-être d'autres occasions d'aborder ces sujets-là. Le replay sera disponible d'ici quelques jours avec la présentation. Et d'ici là, on se dit à une prochaine fois dans un autre webinaire. Bon appétit à tous et merci. Merci, au revoir.